Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer et bienvenue à Entrepreneurs à la croisée des chemins. Au cours des derniers mois, j'ai voyagé d'un océan à l'autre pour rencontrer les entrepreneurs de 7 entreprises canadiennes en plein essor. Du luthier de guitare en Colombie-Britannique au producteur de caviar au Nouveau-Brunswick, ils avaient tous une chose en commun. En progressant vers le succès, leur entreprise est arrivée à la croisée des chemins et ils ont dû prendre d'importantes décisions pour en assurer la croissance. Aujourd'hui, nous sommes à Notman House au centre-ville de Montréal. C'est ici que je conduis mes affaires. Allons-y, je vous montre. La maison Notman est un immeuble patrimonial situé au cœur de la ville. Il y a quelques années, des gens se sont regroupés pour racheter cette maison dans le but de la transformer en un centre à but non lucratif pour les entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la technologie. Lorsque BDC m'a demandé d'être l'animateur de la série Entrepreneurs à la croisée des chemins, le projet s'accordait parfaitement avec mes passions. Car pour moi, avoir l'esprit d'entreprise consiste à former la prochaine génération de leaders dont nous avons tous besoin pour faire de ce pays un endroit encore meilleur. À chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, j'ai toujours envie de leur poser la question suivante. Quelle est votre histoire et qu'est-ce qui vous a incité à démarrer votre entreprise? Ça, c'est une grosse douille. J'ai visité 7 compagnies durant la série pour discuter de leur croisée des chemins. Maintenant, j'aimerais partager avec vous certains des points importants à retenir. Il est vigoureux, ce poisson. Ça, c'est l'innovation, la technologie. Quel a été le véritable moment décisif pour votre entreprise? Aucune entreprise ne débute à la croisée des chemins. Elle arrive à la croisée des chemins et sa capacité à la traverser dépend de celui qui est à la barre. Dans le cas d'une petite entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. À mon avis, pour réussir, un entrepreneur doit avoir 3 qualités de base. Tout d'abord, il doit être passionné par le problème à résoudre et par l'entreprise qu'il essaie de mettre sur pied. Deuxièmement, il ne doit pas craindre l'échec. Troisièmement, il doit avoir une certaine expérience dans son domaine d'activité. En quoi consiste la passion et pourquoi est-elle si importante? Un entrepreneur qui démarre doit convaincre d'autres personnes de se joindre à lui. Il doit convaincre ses clients d'acheter ses produits. Et ça se fait avec passion. Je suis passionné par la fabrication et particulièrement par ce qui se fait au Canada. J'ai fait ça toute ma vie. Nous partagions la même vision et nous avions la même passion. Ma passion, c'est le commerce international. C'est dans ce domaine que je veux travailler. De tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés au cours de la série, celui qui, à mon avis, était le plus passionné, c'est probablement Mike de Lee's Music. Mike est accro à la musique. On le sent dès qu'on le rencontre, mais c'est également un passionné des guitares et de leur fabrication. Ça, c'est le prototype. Je l'ai refait au moins 40 fois. 40 fois? Ouais. Ma femme voulait que je passe plus de temps avec elle. Alors j'ai apporté cette guitare à la maison. J'ai retiré l'arrière de la caisse, j'ai sorti mon ciseau à bois et j'ai taillé le barrage, tout en écoutant l'émission Qui perd gagne avec elle. Un autre entrepreneur que j'ai rencontré au cours de la série, Frank de Great Tools, était également très passionné, mais d'une manière différente. Pour Frank, il ne s'agissait pas d'inventer quelque chose de nouveau. C'est une industrie que j'aime et qui me passionne, et je pense que le succès est plus facile pour un individu ou une organisation quand vous avez cette passion. Tout à fait. Pour Frank, c'était de travailler dans un secteur qui lui tenait particulièrement à cœur. J'ai eu le sentiment que Frank ne travaillait pas. Il avait tout simplement du plaisir chez Great Tools. C'est drôle, les gens disent souvent « je souhaiterais travailler dans le secteur de mes rêves ». Vous savez, je n'étais pas assez bon pour être un athlète, mais ça, c'était mon deuxième choix. Un entrepreneur passionné travaille généralement sur un projet qui lui tient vraiment à cœur. Les premiers mois, nous n'avions pas de clients. Mais nous étions au bureau tous les matins à 9 h et nous n'avons jamais manqué une journée. Je suis un bâtisseur, en effet. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce secteur. Alors, vous savez, je ne vais pas arrêter ou changer d'attitude. J'ai pas construit tout ça pour m'en départir. C'est un domaine fort intéressant, c'est un produit excitant en soi. Je n'en vois donc pas vraiment la fin. Je pense que tous les entrepreneurs ont un objectif lié à ce qu'ils veulent faire et accomplir. Ils sont là pour résoudre le problème. En général, ces problèmes auront une grande importance. Ils auront un impact sur le monde. Comment ne pas être inspiré quand vous travaillez pour une entreprise qui essaie de bâtir un monde meilleur? 3, 4. OK, laisse-moi essayer. Mes filles adoreraient ça.
C'est pas mal lourd. C'est un défi. Et j'adore les défis. La deuxième qualité des entrepreneurs qui ont du succès, c'est qu'ils ne craignent pas l'échec. Vous savez, ça peut sembler paradoxal quand on y pense. En général, l'échec, c'est censé être mauvais. Le problème, quand on a peur de l'échec, c'est qu'on ne prend aucun risque et qu'on cherche à améliorer ce qui est médiocre au lieu de viser l'excellence. On veut être sûr que vous êtes en sécurité, Bien sûr. parce que c'est très chaud. Vous savez, moi, j'aime le risque. Pour moi, le meilleur exemple, c'est sans doute Great Tools, une entreprise qui existe depuis 100 ans et dont les activités reposent sur la marque Grey, une gamme de produits de haute qualité entièrement fabriqués au Canada. Mais ces entrepreneurs arrivés à la croisée des chemins ont décidé de lancer une nouvelle marque. Et pour être concurrentiels, ils ne pouvaient fabriquer ce produit au Canada. Ils sont donc allés voir ailleurs et ont fait fabriquer leurs produits en Chine pour les vendre au Canada. Ils ont créé une nouvelle marque, ce qui était très intelligent. Ils ont appliqué leurs méthodes canadiennes et leurs normes de qualité à la fabrication d'outils faits en Chine. C'était un pari risqué, mais ils ont plongé. En fin de compte, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire et comment vous vous y prendrez. Ça vous donne vraiment toute la latitude nécessaire pour essayer de nouvelles choses, des choses qui ont peut-être échoué dans le passé, mais qui, avec les méthodes et les connaissances d'aujourd'hui, peuvent maintenant avoir du succès. Au cours de la série, nous avons aussi vu des exemples d'échecs et comment l'échec peut également permettre un nouveau départ. Quand vous avez repris l'entreprise, dans quel état était-elle? Elle était en mauvais état. On aime ce type d'entreprise car on y voit une possibilité de redressement. Dans le cas d'Evans Consoles, l'ancien propriétaire accumulait des stocks qu'il espérait revendre. Les nouveaux dirigeants se sont débarrassés de certains produits et se sont lancés dans la construction de consoles sur mesure et seulement sur commande. Bien sûr, à court terme, ils ont perdu de la clientèle. Le chiffre d'affaires a diminué, mais les marges ont augmenté. Ils se sont mis à faire beaucoup plus de profits et ont misé sur cette rentabilité pour développer l'entreprise de façon significative. C'est un secteur d'activité difficile à percer. Alors, on a examiné la situation et on s'est dit, « Wow, la barrière à l'entrée est haute et le produit, l'esturgeon, c'est quelque chose que personne d'autre dans le monde ne fait. » Ça m'intriguait. La fin des années 70 et le début des années 80 ont vraiment été difficiles. L'entreprise avait perdu pas mal d'argent en 2 ans. C'était normal qu'il pense à vendre et probablement complètement fou pour moi d'acheter. C'était ma première expérience, mais je l'ai fait. L'échec est une chose dont on devrait parler plus souvent au Canada. Quand on regarde d'autres marchés où l'entrepreneuriat est un moteur de l'économie, par exemple les États-Unis, les gens là-bas acceptent l'échec. En fait, si tu n'as pas échoué, c'est parce que tu n'as pas essayé assez fort. Alors, Mike, combien de temps a-t-il fallu pour passer du prototype 1 au prototype 30 d'aujourd'hui? Ça nous a pris 3 ans. C'était beaucoup de recherche et de développement, beaucoup de tentatives et d'échecs. Donc, le risque, c'est d'avoir la volonté de tenter sa chance et de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement sûres, mais qui peuvent donner des résultats beaucoup plus importants. J'étais dans un milieu très encourageant et j'ai pu aller de l'avant, faire ce que je voulais. Je pense qu'au départ, c'est la clé. D'ailleurs, c'est la clé pour n'importe quel entrepreneur. Il est certain que plus de gens vont te dire que tu ne peux pas faire ça, que c'est fou de le faire et pourquoi ça ne marchera pas. Quand je regarde en arrière, particulièrement quand je pense à mon père, on n'hésitait pas. Fallait juste foncer. La troisième qualité dont les entrepreneurs ont besoin pour réussir, c'est de bien connaître leur secteur d'activité. J'étais fait pour travailler dans ça et je n'ai jamais eu d'autre emploi. Une fois, après une dispute avec mes parents, j'ai été embauché pour un emploi à temps partiel dans un restaurant. Je ne me suis jamais présenté. Tu es donc né avec la musique dans le sang. En effet. À mes débuts, je faisais le design et la direction artistique du jeu. D'accord. Et nos programmeurs faisaient beaucoup de choses. Au fil du temps, on finit par porter moins de chapeaux à la fois. Grâce à votre savoir-faire et à vos connaissances, vous pouvez repérer les problèmes d'une industrie et chercher une solution innovante.
Nous voulions utiliser notre savoir-faire pour faire en sorte que notre deuxième gamme d'outils soit un cran au-dessus de la qualité actuelle et offre un rendement de qualité industrielle. Ce sont donc les procédés et les valeurs de Gray, mais appliqués à un produit asiatique. Oui. Chez Bravero, par exemple, Jonathan ne connaissait rien à propos du caviar et n'avait aucune idée de comment en produire. Mais c'est un homme d'affaires passionné. Il a donc eu l'intelligence de s'entourer de gens qui possédaient le savoir-faire nécessaire. Nous avons rapidement monté une équipe et sommes allés chercher 2 gars qui avaient une vaste expérience de l'aquaculture. N'ayant pas moi-même d'expérience dans ce domaine, il était important pour moi de m'associer à des gens qui en avaient. Vous avez donc apporté l'élément entrepreneurship et vous vous êtes adjoint des spécialistes de l'industrie. Ils la connaissaient très bien. Nous avons parlé des qualités nécessaires au succès d'un entrepreneur, mais tout ne repose pas uniquement sur les épaules de celui-ci. Quand une entreprise arrive à la croisée des chemins, c'est toute l'entreprise qui est concernée. Elle doit avoir certaines caractéristiques pour réussir à la traverser. La première consiste à être à l'écoute des clients. Il faut se soucier de ses clients et s'adapter à leurs besoins changeants et à ceux du marché. Deuxièmement, l'entreprise doit prendre soin de ses employés. Vous savez, la satisfaction des employés est extrêmement importante et vous ne pouvez pas bâtir une entreprise prospère sans le soutien de ceux-ci. Enfin, toute l'équipe de direction doit être sur la même longueur d'onde. Peu importe qui prend la décision, tous doivent avoir une vision commune et s'entendre sur l'orientation à prendre. Le respect du client est important pour nous. Par exemple, nous n'exigeons aucune commande minimale. Et il y a toujours quelqu'un pour répondre au téléphone. Ce sont des valeurs qui comptent à nos yeux. Et quand vous arrivez à la croisée des chemins, les clients qui sont avec vous depuis très longtemps vous font part de leurs besoins. Si vous les écoutez, ils vous indiqueront quel devrait être votre prochain produit. Notre mandat a toujours été d'offrir un maximum de confort à l'opérateur et de faciliter autant que possible l'interface entre l'humain et la technologie. Nous avons donc des ingénieurs qui consacrent tout leur temps à analyser cet aspect, à consulter les clients et à chercher des moyens d'améliorer nos produits. Voici un exemple. Nous avons ajouté ici un marquage gravé au laser pour mieux en voir la taille. C'est alors plus facile pour le professionnel de le retrouver. De plus, le marquage permet de voir la taille en cas de faible éclairage. Vous pouvez voir sur cette douille, il y a un molletage pour une meilleure prise. C'est un utilisateur qui nous en a parlé pendant un groupe de discussion. Il nous a dit que la douille est difficile à enlever si on a les mains graisseuses. Selon nous, ces améliorations ajoutent de la valeur. Elles répondent aux besoins dont les clients nous font part. Notre service de concierge est ici. Ces personnes jouent un rôle clé dans le processus de réservation des services. Ils louent des voitures, réservent un chef ou s'occupent de l'approvisionnement en nourriture. Ça varie du plus simple au plus compliqué. Les entreprises prospères qui réussissent à traverser la croisée des chemins ont un deuxième point en commun. Elles se soucient de leurs employés. Les employés sont la ressource la plus importante d'une entreprise. Qui fabrique le produit? Qui interagit avec le client? Qui lui offre des services? Les employés. Si vous traitez vos employés avec respect, si vous leur faites clairement part de la stratégie de l'entreprise et de son rendement, vous serez surpris de voir jusqu'à quel point ils sont prêts à travailler fort pour en assurer le succès. J'organise des rencontres trimestrielles. On ferme l'usine et on rassemble tous les employés afin de leur présenter nos résultats et nos projets les plus importants, avec photos à l'appui quand c'est possible, pour qu'ils puissent voir les produits sur lesquels ils ont travaillé. Je partage l'information financière avec eux et on célèbre nos bons coups. Chez Lee's Music, le dirigeant de l'entreprise écoute et responsabilise son personnel. Mike voulait modifier la guitare, mais ne savait pas tout à fait comment le faire. Il a donc confié cette mission à son luthier, qui était avec lui depuis quelques années. J'avais besoin d'un réparateur de guitare. J'ai embauché Mike Trellenberg. Il n'est pas ici en ce moment. Je peux le trouver. Je ne veux pas trop dire de bien à son sujet, mais c'est un gars formidable. Un véritable artiste. Il a commencé à fabriquer des guitares et il m'en a apporté une. Elle était superbe. Et on s'est dit qu'on pourrait offrir des guitares haut de gamme, fabriquées à la main, selon les spécifications du client.
Il a vu le potentiel d'innovation et décidé d'investir en cet individu. Il lui a permis de consacrer plus de temps au perfectionnement de cette innovation, de cette technologie qu'il venait de concevoir. L'entreprise s'est littéralement bâtie grâce à cette première guitare. Vraiment? Ouais. C'est la première guitare que Mike a fabriquée. Elle a été fabriquée en grande partie chez lui. Et il l'a apportée pour nous la montrer. On était impressionnés, on s'est dit, on pourrait faire ceci et cela. Les idées fusaient, on était un peu fous. Elle joue encore? Tout à fait. Une fois qu'on a créé une relation avec ses clients, qu'on les écoute et qu'ils nous écoutent, et qu'on s'occupe de nos employés, il reste à intégrer un ingrédient pour que l'entreprise soit en mesure de tirer parti de son moment décisif. Les dirigeants doivent s'entendre sur le plan à suivre et l'appliquer ensemble. Un des facteurs qui a contribué à forger ce partenariat, mais aussi cette amitié, c'est que nous partagions la même vision de la réussite. Lors de nos réunions et de nos discussions, nous nous posions des questions. Que penses-tu de ceci? Moi, j'aime cette idée ou celle-là. Nous avions souvent la même vision de la direction à prendre pour développer l'entreprise. Voyons de plus près ce qui s'est passé à Budge Studios. Cette entreprise a été fondée par 3 personnes. Or, 2 des dirigeants voulaient concevoir des jeux pour iPad. Mais le troisième, Michael, ne se sentait pas prêt au départ. Pendant des années, c'est moi qui ai résisté le plus à l'idée de nous lancer dans le développement de jeux complets plutôt que de nous confiner à notre petit monde de l'audio. Je manquais tout simplement de confiance les premières années. Je ne travaillais pas dans ce secteur depuis longtemps et je ne pensais pas que nous étions capables de développer des jeux. Notre spécialité, c'était le son. Mais avec les années, je me suis rendu compte que j'avais accumulé de l'expérience, que je connaissais un grand nombre de produits et que je pouvais le faire. Si on partage la même vision et qu'on travaille tous dans le même sens, on accepte plus facilement certaines situations dans le cheminement de l'entreprise ou au fil d'une carrière. Dans le cas de Great Tools, Gary et Frank étaient arrivés à peu près en même temps dans l'entreprise, mais c'est Gary qui est devenu président. Il a accepté le poste et ça ne me posait aucun problème. En fait, je travaille ici pour appuyer l'entreprise et les décisions de Gary. Ça prend un capitaine pour piloter le navire et je pense que cette absence de conflit témoigne du professionnalisme de notre équipe de gestion. Au lieu de nous chamailler pour une promotion, nous travaillons ensemble afin de faire avancer le groupe dans la même direction. En résumé, pour traverser avec succès sa croisée des chemins, il faut écouter ses clients, respecter ses employés et avancer dans la même direction. N'oubliez pas qu'en tant que dirigeant, vous êtes arrivé à ces points tournants avec certaines qualités essentielles. La passion, une volonté de prendre des risques et un savoir-faire dans vos domaines respectifs. Mais une fois passé au travers, comment mesurez-vous votre réussite? Le résultat le plus évident est la croissance. Wow! Vous avez beaucoup de monde ici. Oui, ils reviennent travailler jour après jour. Combien d'employés avez-vous? Nous sommes 42 ou 43 en tout. Incroyable! Nous avons beaucoup entendu parler de croissance dans les entreprises visitées. En fait, elles ont toutes affiché une croissance importante. Combien d'employés travaillent ici? Environ 105 en ce moment dans le bureau de Montréal. C'est beaucoup. Nous avons 3 autres bureaux dans le monde, ce qui donne environ 150 employés à plein temps. Nous voulons faire augmenter le chiffre d'affaires à 120 millions de dollars d'ici 2020. Nous voulons produire environ 5 tonnes de caviar, ce qui correspond à un revenu de 5 à 6 millions de dollars. Celle-là, guitare? Ouais, c'est celle que nous avons fabriquée pour Paul McCartney. Nous avons conclu des ententes avec Disney, Lutherum, Warner et Random House. Les prix varient de 3 500 $ la boîte pour du caviar ordinaire à 5 000 $ la boîte pour du caviar réserve spéciale. Au fur et à mesure que le monde des affaires se transforme, les nouveaux défis se multiplient. Ces entreprises arriveront sans doute à d'autres moments décisifs. Mais grâce à leurs dirigeants, elles continueront de s'adapter, d'évoluer et de prospérer. Merci à tous les entrepreneurs d'avoir partagé leur expérience avec nous. Nous leur souhaitons le meilleur des succès. Merci d'avoir visité la Maison Notman. Pour Entrepreneurs à la croisée des chemins, ici Jean-Sébastien Cournoyer. Merci d'avoir suivi la web-série.